de vouloir faire trop de trucs et du coup d'être perfectionniste alors que tu peux pas avoir les prétentions d'être perfectionniste alors que tu aimes faire plein de choses, tu vois. Faut partir du principe que dans tous les cas, tu vas pas réussir à faire un truc parfait parce que t'as pas mangé 500 heures de ce truc-là à faire que ça. Bon, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode de Pixel. Donc aujourd'hui, on a deux invités. Et en plus, aujourd'hui, c'est les filles qui sont à l'honneur parce qu'on a deux filles. Ce qui n'est pas arrivé encore. Enfin, on n'a même pas eu encore une seule fille sur le podcast. Donc là, cette fois, on voulait traiter aussi des sujets qui, justement, parlaient des développeuses en général, des trucs comme ça. Donc on s'est dit, en général, c'est mieux d'avoir les personnes concernées pour parler de ces sujets-là. C'est un peu plus compliqué sinon. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, on a deux filles qui sont Margot, qui, je vais te laisser te présenter en vrai, parce que ce sera plus simple. Vas-y. D'accord. Bonjour. Moi, c'est Margot Ladislas. J'ai commencé à être développeuse il y a 1 an, à peu près. J'ai commencé à Apsid Top, l'agence du monde Apsid Top. Et avant ça, moi, j'étais scientifique. J'étais généticienne. Et j'ai fait une reconversion pour trouver du boulot. Et parce que ça me permettrait d'avoir plus de débouchés. Et aussi, ça me plaisait le développement. Donc, voilà. Parcours un petit peu plus atypique quand même. Et puis du coup, on a Rava qui est avec nous aujourd'hui aussi. Bonjour à tout le monde, moi c'est Rava. Pareil, je suis en reconversion professionnelle. De base, j'étais en économie et gestion et j'ai commencé le dev ça doit faire 7-8 mois seulement. Donc, j'ai une expérience. Mais c'est bien parce que du coup, en vrai, là du coup, ça fait des retours un peu plus, moins classiques. Et c'est aussi un peu rassurant peut-être pour certaines personnes qui écoutent, parce qu'ils se disent peut-être, moi je ressors de la reconversion, comment ça se passe, etc. Donc voilà. Et du coup, je suis toujours avec Hugo, comme d'hab. Voilà, il est là. Donc du coup, justement, la première capsule, c'est sur les développeuses en 2024. Le titre, c'est Développeuses en 2024, au-delà des clichés. Et donc, on voulait justement aborder des thèmes qui sont justement la place de la femme dans la tech. Parce que on sait que la tech, c'est un sujet qui est... Statistiquement, il y a moins de filles que... C'est surtout des hommes qui sont concernés, alors que il n'y a pas forcément de choses qui fait qu'une femme pourrait moins bien taffer dans un taf de tech qu'un homme. Et du coup, là, c'est plus vos expériences à vous qui nous intéressent. Donc, par exemple, racontez un peu, je sais pas, dans votre parcours ou dans vos formations, dans votre entreprise, genre comment ça s'est passé, vous, de vous reconvertir dans la tech et plus précisément de vous reconvertir dans la tech en tant que femme, quoi. Donc, celle qui veut commencer, elle prend le micro et puis voilà. Je vais commencer du coup. Vas-y. Juste avant d'être dev, j'étais technicienne helpdesk. Donc, pareil, c'est une ESN, j'avais commencé sans expérience. Et c'est vrai que parfois, on peut nous prendre... on ne nous prend pas forcément au sérieux. Ouais. Donc, j'ai eu l'expérience de... T'inquiète, si tu as besoin, je suis là. Ok, d'accord. Et, toujours quelqu'un derrière moi alors que je n'avais pas forcément besoin d'aide. Donc, on ne nous prend pas forcément au sérieux. Ouais. Après, je pense que ça dépend des entreprises, des domaines, etc. Là, en tant que développeuse, ça se passe très bien. Ils peuvent constater le travail que je fais. Donc, en ce moment, ça se passe très bien. Justement, pour revenir sur le truc que tu dis, c'est que justement, il y a ce truc de... t'es un peu plus surveillé ou on va plus te dire tu sais, si t'as besoin, viens vers moi. Pareil, c'est un truc que genre je constate moi dans la boîte où j'ai été, ou même des retours que j'ai de potes filles qui sont dans des boîtes. C'est que t'as un peu ce truc où justement il y a quelque chose qui fait que je sais pas pourquoi les devs hommes ont envie d'aller être en mode allez, faut que je lui dise que si elle a besoin d'aide, je suis là, et puis voilà, quoi. Après,
ça peut être aussi dû au fait que vous êtes encore en alternance, etc. Mais je sais que c'est aussi constaté dans des profils qui sont beaucoup plus seniors, et là, c'est un peu plus bizarre, quoi. Je te laisse continuer, vas-y. Mais du coup, ça se passe très bien, du coup. Mais oui, ça dépend je pense que ça dépend comment dire, de l'éducation de chacun, dans le sens où, c'est l'impression que j'ai l'impression que les hommes veulent être les chevaliers de la femme et dire, si tu as besoin, je suis là, tu viens vers moi. Qu'on ait besoin ou non. Ouais. Ça, c'est un problème qui est du coup encore plus général que dans la tech, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est un truc qui revient aussi pas mal, je trouve. C'est un peu comme la galanterie, quoi. Ouais. Tu sais pas ouvrir la porte, donc je vais l'ouvrir pour toi. Là, c'est un peu la même chose, mais pour le dev. Et c'est vrai que j'ai remarqué que, bien qu'ils aient... La plupart des gens qui a Appseed, en tout cas, ils sont super sympas et vont te défendre s'il y a quelque chose de sexiste qui t'arrive. Ça reste quand même un boys club, ça reste un petit peu macho, pas dans le sens où toi, tu vas avoir une mauvaise journée à cause de ça, mais plus dans le sens où c'est un peu trop. C'est, par exemple, ils vont beaucoup plus te féliciter pour quelque chose qui est normal, en fait, par exemple. Ouais. Ouais. Après, justement, du coup, toi, tu penses que c'est plutôt par rapport au fait que peut-être justement tu es une fille qui te félicite un petit peu plus, ou parce que peut-être tu es alternante et dans ce cas-là, ils essayent plus de te mettre en avant, ou peut-être un mélange des deux en soi, c'est possible aussi. Hein. Là, est-ce que je peux te donner un exemple concret ? Tu as le droit, sans citer de nom si tu n'as pas le droit. C'est pas sur le dev, c'est plus... on a joué au karting. Ok. Voilà. Et Rava, elle était deuxième dans l'équipe des nuls. Ok, d'accord. Et il y a quelqu'un dans notre entreprise qui l'a félicité, elle, mais pas le premier des nuls. Ok, d'accord, je vois. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu félicites pas du coup cette personne ? Pourquoi tu félicites que Rava ? Oui, mais tu sais, on est dans une agence de macho, faut l'admettre. Voilà. Ok, ouais, d'accord, je vois. Après, c'est une fille, tu vois. Après, le truc, c'est que là, je peux parler du coup en tant que mec. En général, quand il y a justement beaucoup de mecs dans le même environnement, qui travaillent ensemble, etc., ils ont aussi tendance beaucoup à oublier, enfin on a souvent tendance à oublier qu'on ne fonctionne pas forcément tous de la même manière et que entre nous, on est très... comment dire ? On donne des pics facilement. facilement. On aime bien se charrier, et genre c'est vrai que souvent c'est ce comportement-là qui par exemple peut paraître un peu lourd, justement. Et je pense que dans un milieu tech, potentiellement, c'est là où tu vas retrouver ça. T'aimerais bien des fois peut-être avoir une fille dans la team qui fait que t'as un peu plus une safe place où genre tu peux te reposer quand les garçons font un peu les cons, on va dire. Parce que c'est vrai que je pense que quand t'es une fille toute seule dans un environnement de mec, je pense que le discours est clairement différent que là où vous avez par exemple la chance d'être à deux. Je sais pas combien vous êtes à travailler en... Alors, il n'y a pas que nous deux à Appseed. Ouais. Par contre, dans notre équipe, il n'y a que nous deux. Là, actuellement, on est 3. Donc, il y a une dernière qui est arrivée. Okay. On est peu en entreprise. Donc, je pense qu'à l'agence du Mans, on doit être autour de 5. Si je dis pas de bêtises. Ouais, puis, en fait, c'est difficile de savoir parce qu'en fait, il y en a qui sont des fois souvent chez le client. Ouais. On ne voit pas forcément. Ouais. Ou alors qui sont, en fait, des fois, elles sont à l'agence du Mans, des fois, elles sont à d'autres agences. C'est en fait la problématique avec les ESN, c'est que tu vois pas forcément tu vois pas forcément tout le monde. C'est ça le truc, ouais. Ok. Et toi, du coup, Margot, par rapport à ton parcours, parce que du coup là c'était Rava qui raconte un peu de son point de vue, mais toi, par rapport à ton parcours, les études que tu as faites, le après-bac, le post-bac est loin pour toi, la reconversion, on va dire. Donc mon parcours, moi, j'ai eu mon bac en 2015. Il remonte. Ça remontait, j'avoue. Ensuite, alors j'ai fait la première année de Pluripass, qui est la première année de médecine en gros. Ok. J'ai bien réussi, mais pas assez pour passer. Pour aller en dentiste à l'époque, je voulais aller en dentiste. J'ai été directement en deuxième année de licence de bio.
licence de bio générale, moléculaire et cellulaire. Mhm. Ensuite, j'ai fait un master à Rennes, donc la première année du master à Rennes. C'était pareil, de la biologie moléculaire et cellulaire, donc très générale. Et ensuite, j'ai été à Trieste en Italie pour faire du t'as coup, un voyagé, autre master en génomique fonctionnelle. Ok. Et ensuite, j'ai fait un stage à Montpellier où je comptais faire mon doctorat, mais au final, j'ai pas eu le financement. Et les choses ont fait qu'à cette époque-là, je me posais pas mal de questions sur est-ce que je veux vraiment faire un doctorat ou pas, est-ce que je veux vraiment continuer, est-ce que ça me plaît ou pas, parce que parlant de femmes dans la tech, en fait, les femmes dans la science, c'est un peu pareil. C'est malgré qu'il y ait plus de femmes en sciences, tu sens que c'est quand même un monde de mecs, malgré qu'il y ait plus de femmes. Ouais. C'est étrange. Parce qu'elles font pas les mêmes métiers dans la science. Elles font des métiers qui en général. C'est toujours les mecs qui sont chefs d'équipe, C'est ça. ce genre de choses. C'est ça le truc. Ouais. Et quand c'est des filles qui présentent leur projet, qui présentent leur travail, elles se font toujours défoncer sur plein de questions un peu que tu n'aurais pas posé. Mal, alors que les hommes, vu qu'ils ont en général, je dis bien, plus confiance en eux, en fait... c'est plus facile pour eux C'est plus facile pour eux de dire, là, tu es en train de m'attaquer, je vais te répondre... de la même manière. Pareil, alors qu'une femme, elle va dire, non, il faut rester calme. Il faut rester pro. Mais je me sentais pas bien dans ce monde-là, et en fait, je me posais la question si j'allais rester, et du coup, j'ai arrêté. Okay. Et là, c'est le moment où le Covid est arrivé. J'ai trouvé du coup un petit boulot de technicienne Covid, histoire de savoir qu'est-ce que j'allais devenir. De temporiser. Et pendant ce temps-là, vu que en fait, le Covid, vu que c'est des vagues, il y avait des temps morts où j'avais beaucoup de temps. Rien à faire. Et voilà, j'avais rien à faire. Et occuper le temps. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant utiliser ce temps pour apprendre. Et j'ai appris JavaScript d'abord. Et ensuite HTML, CSS et tout ça. Et j'avais aussi l'aide de mon frère qui était déjà dans la tech, qui pouvait me donner des conseils. Et je me suis dit, pourquoi moi j'ai du mal à trouver du boulot et je me sens pas bien dans ce monde-là. Mon frère, lui, il est aucune difficulté. Il dit, mais non, t'inquiète, je vais trouver du boulot. Voilà. Hop, un CV sur LinkedIn, c'est bon. Je m'en fiche, il y a même des gens qui m'ont déjà contacté pour. J'étais là. Lui, c'est des marchés, moi, j'ai pas de boulot. Je vais gagner 50 000 K par an. Ouais, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes conditions, voilà, quoi. Donc, je me suis dit, allez, je vais tenter. Non seulement parce que ça sera plus facile pour moi de trouver du boulot, que j'aurais plus la possibilité de choisir où je vis. Parce qu'au Mans, si j'étais restée en génétique, je n'aurais pas pu rester. Ouais. Et en plus, je me disais, moi j'aime bien en fait créer des trucs et j'aime bien apprendre des choses aussi. Et la tech, c'est le genre de choses où tu as toujours à apprendre. Donc voilà, c'est un peu long comme parcours. Non, mais c'est très bien. En vrai, mais justement, pour le coup, le parcours... Tu pars de biologie. Quoi. Voilà, c'est ça. Tu pars de biologie, tu arrives en dev. Enfin, il y a un sacré gap, quoi. En fait, la biologie, il y a tellement peu de débouchés que c'est plus courant qu'on ne le pense. Les gens qui sont en biologie et qui se reconvertissent. Ouais. Ok. Et du coup, la tech, parce que tu avais déjà potentiellement un pied avec ton frère dedans. Ouais, alors, donc, je connaissais un petit peu le milieu par mon frère. J'avais déjà certaines compétences, parce que j'avais appris par moi-même, du coup JavaScript, etc. J'avais auparavant fait de la modélisation quand j'étais en sciences, qui m'avait vraiment trop plu. J'étais la seule. T'es la seule à qui fait ça, mais... Voilà. C'est là que tu te dis, pourquoi je suis là-bas? Oui, le fait qu'il y ait plein de débouchés, en fait, c'était surtout ça qui m'attirait. Ouais. Mais ce n'est pas que ça qui m'attirait, évidemment. Aussi. Ça, la passion. La passion. Ok. Et du coup, toi, ton côté, Rava, justement, comment tu l'as vécu, ta reconversion, entre guillemets? Parce que, oui, c'est une reconversion. Moi, de base, j'étais en économie et gestion, donc c'est un peu une reconversion. Je suis arrivée totalement par hasard dans le monde informatique. Ouais. L'économie et gestion, ça ne m'intéressait plus trop. Moi, c'était plutôt la gestion et ma formation me donnait
beaucoup d'économies. Et pas assez de gestion. Pas assez de gestion. Du coup, ça ne m'intéressait pas et j'ai décidé d'arrêter les études. Okay. Et par hasard, j'ai pu signer un CDI en tant que technicienne helpdesk. Et c'est ce monde qui m'a... En fait, dans le monde informatique, on ne s'ennuie jamais. Alors que j'ai tendance à énormément m'ennuyer dans tout ce que je fais. Et là, vu qu'il y a énormément de choses à apprendre, et même quand on a fini d'apprendre, toujours un truc. T'arrêtes jamais d'apprendre. Toujours un truc que tu connais pas. Toujours une nouvelle tech qui sort Puis sinon, au pire, il y a une mise à jour pour venir te faire chier, mais il y a un truc. Oui, qui réinvente ton langage, t'es en mode... C'est totalement ça. Du coup, j'ai découvert que je m'ennuyais pas et que je trouvais ça passionnant. Et par contre, c'était pas le réseau qui m'intéressait non plus. Ouais. Donc j'ai cherché et j'ai découvert le développement web par un ami. J'ai creusé et c'est ça qui m'a passionnée, je pense. Donc je me suis redirigée vers là, mis fin à mon contrat, cherché une formation. Donc d'abord, j'ai fait une formation de développeur web et web mobile, puis CDA, concepteur développeur web chez Appsid. Mais du coup, c'est surtout le fait que je ne m'ennuyais pas qui m'a ramenée dans le monde informatique. En même temps, je comprends. Enfin, ça, pour le coup, c'est un des trucs où, quand tu rentres dans la tech, c'est ça qui fait kiffer. C'est que déjà, quelque chose qui peut aussi faire peur. Alors, oui, c'est ça. En fait, tu fais... Faut que j'apprenne tout ça là. Et on s'en rend pas compte parce que quand on entre dans le développement, on se dit oui, il y a juste quelques langages à apprendre, on peut se débrouiller. Alors que quand tu vas travailler, il y a les langages, plus les erreurs. On passe plus de temps sur les erreurs que le développement. En général, c'est ça. Le fait de déployer, il y a un tout, mais c'est ça qui est bien. Les DB, les trucs comme ça. Tu sais quoi faire après. Ouais. Le développement, c'est pour les gens qui aiment les challenges, qui aiment souffrir. Les gens qui laissent pas tomber quand il y a un truc qui va pas, ils veulent trouver pourquoi. C'est ça. Et le régler. Là, pour le coup, tu vois, justement, ton profil scientifique, ça match ultra bien avec ça. Ouais, c'est pour ça que j'adore la modélisation. Je me disais, à chaque fois, ça marchait pas, et moi, ça me donnait envie de continuer. Moi, ce qui est rigolo, c'est que justement, genre, j'étais pas très fort en matière scientifique, genre, je sais pas, les maths, des trucs comme ça. Et par contre, j'adorais me taper la tête contre des problèmes. Et genre, au bout d'un moment, quand je réussissais, j'étais trop heureux, tu vois. Mais j'aime pas les maths. Enfin, en fait, j'aime pas les maths parce que je suis nul en maths. Si j'étais pas nul en maths, peut-être que j'aimerais les maths. Parce que t'étais flemmard, ça. Bah ouais, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Parce que genre, moi, j'ai toujours fait au feeling les maths. Donc c'était... je vais en cours et on écoute le cours. Et après, on verra. Il y avait jamais pas... Je sais pas. Moi, j'aimais justement les maths pour la même raison que j'aime le développement. C'est un puzzle, en fait, à résoudre. C'est vrai que moi, j'adorais les maths. Vraiment, moi aussi, il n'y a que lui qui n'a pas aimé. Je suis le seul mec ici qui n'a pas aimé les maths et être développeur. Moi, c'est un trauma, genre vraiment. Ouais, vraiment, à partir de la seconde, les maths, j'ai abandonné. C'est pas la même chose quand même. Du coup, maintenant, vous travaillez chez Appsid, c'est ça ? Qui est une ESN internationale, il me semble. C'est vrai que... Elle est surtout en France, mais oui, elle a quelques agences à l'international. Ouais. C'est big comme ESN, c'est pas mal. Vous, par rapport à votre retour d'expérience de travailler en ESN, je crois que vous n'avez pas forcément du coup, connu autre chose dans le métier de la tech que là où vous êtes actuellement. Mais c'est pas pour autant que c'est pas intéressant ce que vous avez raconté sur votre expérience en ESN. Donc, comment ça se passe, vous, de votre côté De mon côté, comme je l'ai dit, j'ai fait 2 ESN. La première, ça s'est très bien passé, mais comme je l'ai expliqué au début, c'était surtout le fait qu'on ne me prenne pas aussi au sérieux, vu que je venais de commencer dans le monde informatique. Donc, on me prenait de haut. Parce que je sentais que... Tu le sentais. Je le sentais. Alors que là, Appsid, du coup, c'est pas du tout la même mentalité. Les gens sont bienveillants entre chacun, je trouve. Mon avis personnel, du coup. Ils ont un peu une politique interne qui n'a rien à voir avec... C'est ça n'a rien à voir avec... si je peux parler d'entreprise dans la globalité, ça n'a rien à voir. Dans les autres entreprises, on nous montre que tu ne sauras pas faire les choses toute seule. Alors que là, au contraire, on nous pousse à faire les choses seules. Si on a besoin d'aide, bien sûr, ils sont là pour nous. Et je ne vois pas de supériorité masculine. Quoi. Ouais, ok. Puis en plus, de votre côté, j'ai l'impression que, en tout cas, chez Appsid, c'est que vous êtes un peu plus lâché dans le projet que pisté, suivi sur le moindre chose que vous faites. En fait, je pense qu'à Appsid, il prône l'indépendance.
Mais bien sûr, ils sont pas là à nous lâcher. Puis en fait, on s'en fiche des alternants. Oui. Voilà, et, si on a besoin d'aide, on peut demander de l'aide. Mais c'est vrai que c'est. Mais si Je t'as trouve pas, que si t'as c'est pas besoin, satisfaisant ouais. d'avoir son indépendance en fait. Ouais, en fait, si t'as pas besoin d'aide et que t'es en train de bosser et que tu arrives toute seule, bah, tu le fais et ils vont pas te faire chier à te fliquer. Ah, t'as fait ça pour le client, machin. Abside, ils sont un peu cette vision de t'as un travail à faire, tu le fais, mais tu fais ce que tu veux après. Enfin, on s'en fiche de comment tu le fais, tant que tu fais ton travail bien, comme il faut. Voilà, c'est ça. Et Ah, c'est cool. Moi, justement, j'aime trop cette mentalité-là. Puis, vous me coupez si je dis n'importe quoi. Il me semble que, justement, vous avez été mis sur un projet client. En gros, c'est Abside qui organise ça. C'est que pour aider à financer des projets, entre guillemets, ils prennent, par exemple, des alternants et ils les mettent sur des projets qui, potentiellement, du coup, coûteront un peu moins cher aux clients ou des trucs comme ça. Et ils essaient d'organiser un peu un truc comme ça. C'est des projets qu'on dit non facturés. Ouais, ok. Alors, il y a peut-être un retour, je ne connais pas exactement le contrat. Ouais, le contrat à la fin, oui, ok. Mais oui, vu que c'est du coup des apprenants qui travaillent sur le projet, donc il y a possibilité que le projet prenne plus de temps, que les choses soient peut-être moins bien faites. Du coup, c'est pour les startups, elles n'ont pas les moyens de se payer un bon truc, donc elles ont des apprenants qui le font pour elles, à un coût beaucoup plus faible. Et en fait, c'est donnant-donnant parce que du coup, nous, les apprenants, on apprend beaucoup sur ces projets-là, qui sont des projets concrets. Surtout, voilà. Et en plus, ça permet aux startups de commencer quelque chose, quoi. Donc, quand vous m'aviez un peu raconté ça, j'étais en putain, ça c'est vraiment un truc qui est Je pense pas qu'il y avait ça partout, quoi. Et en plus, ce qui est bien, c'est que je pense, alors, du coup, j'ai pas l'expérience d'eux, donc j'imagine que dans un projet vraiment facturé pour des grandes entreprises, en fait, tu dois pas tout voir, tu dois voir juste la tâche qu'on te donne à faire et puis c'est tout. Alors que quand on est dans un projet de start-up comme ça, littéralement, on fait tout de A à Z. Ouais. Donc, c'est super intéressant, je trouve. Ce qui est pas mal justement chez Abside, c'est que nous deux, en tant qu'alternantes, enfin moi en tout cas, j'avais zéro expérience j'avais pas développé grand-chose à part pour mon examen. Et là, comme on est très autonome, donc on apprend beaucoup de nous-mêmes, on nous accorde le temps pour réaliser les choses. Même les clients, ils nous prennent pas trop la tête parce qu'ils connaissent le contrat. Ils savent le contexte, ils savent dans quoi ils ont signé, donc c'est normal, ils vont pas commencer à être exigeants non plus, quoi. Tu reviendras après dessus si tu veux. Mais du coup, voilà, on nous a donné beaucoup d'autonomie, ce qui fait qu'on a pu faire tous les tests qu'on voulait, toutes les erreurs qu'on voulait. Et derrière, si on avait besoin d'aide, bien sûr, il y avait quelqu'un aussi. Donc, c'est pas mal du tout, quoi. Ouais. On parlait un peu de futur. Vous voyez où dans, je sais pas, dans... Ouais, peut-être pas dans 10 ans, mais genre, je sais pas, dans 2-3 ans. Est-ce que, je sais pas, dans quel penchant de l'info vous voulez partir? Je sais pas si c'est plutôt le dev web, aller faire du Java, je sais pas. Peut-être une boîte que vous avez en tête. Bon, je dis pas ça pour vous mettre dans la merde avec Abside, bien sûr, hein, mais voilà, comment vous projetez un peu dans votre futur dans la tech de votre côté? C'est une question difficile. C'est bon, je commence à parler d'avenir, c'est fini. J'ai perdu tout le monde. Pas d'avenir. Un entretien d'embauche. Comment vous voyez dans 5 ans? Ah merde, fais chier, je suis un recruteur en fait. Franchement, pour un débutant, je pense que c'est une question. C'est compliqué de répondre dans le sens où on a quand même énormément de choses à apprendre. Vous n'avez pas encore vu? J'ai vu très peu de choses, donc. Pour le moment, c'est quoi qui t'intéresse le plus? Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est l'intelligence artificielle. Donc dans la globalité. Je pense que je me verrai dans ce domaine-là. Mais le poste, je ne saurais pas te répondre. Non, mais je poussais pas jusque-là, t'inquiète pas. Franchement, tu me dis, je veux faire de l'intelligence artificielle plus tard, je pense, c'est déjà bien. Je pense que c'est surtout un domaine challengeant, quoi. À force je pense que si on fait des sites web, à un moment donné, ça va devenir répétitif. Je te confirme. Au bout d'un moment, c'est répétitif. Ça fait 2 ans que j'en fais. Limite, là, tu me donnes un truc à faire en Java, je suis heureux, alors que non. Mais c'est vrai que peu importe ce que tu fais, au bout d'un moment, si c'est répétitif, ça va te saouler. Et voilà, quoi. Ok.
Et toi, Margot, du coup? Moi, je veux juste apprendre des trucs. Voilà. C'est Continuer l'apprentissage. Voilà, je veux continuer à apprendre. Je m'en fiche de quoi, je veux juste continuer à apprendre. Dans la tech, hein, bien sûr. Tant que ça te passionne en soi, c'est ça. Mais ouais, genre, comme Rava, en fait, je veux continuer à être challengée. Je veux travailler sur des projets intéressants qui me font me faire remuer les méninges, quoi. Voilà. Ok. T'as bien réfléchir, quoi. Mais après, où je fais ça, aucune idée. Je dis ça parce qu'il y en a Apside, qui... je m'y sens bien pour l'instant. Donc Ouais. pour l'instant, mon projet, c'est de rester à Apside. Mais après, on verra bien. Parce que je dis ça parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes, par exemple, ils ont un peu un goal d'entreprise à viser, de poste à viser, etc. Peut-être un peu moins justement dans le milieu de tech parce que les personnes travaillent beaucoup au projet. C'est plus, ça va être en mode si l'entreprise, le projet les fait kiffer, bah, ils vont rester. Même par rapport à d'autres avantages, je sais pas, notre entreprise avec un projet moins intéressant qui propose peut-être des avantages financiers un peu plus élevés, bah, ce qui va faire la différence, ça va être en général quand même pas mal le projet pour une grande partie des développeurs, même si y a plein de développeurs qui aiment l'argent et c'est normal, qui n'aiment pas l'argent. Mais ok, d'accord. Après, je sais que c'est pas bien, mais moi, il y a 5 ans, jamais je me serais imaginé être là aujourd'hui. Et du coup, je me sens un peu... c'est pas que ça sert à rien de prévoir ce que tu veux faire, mais en fait, c'est juste, je laisse le courant m'emporter. Ça se trouve, demain, t'es boulangère, quoi. Voilà, quoi. Enfin, si je suis heureuse, c'est... Et voilà. Si tu fais ton pain et que tous les jours, t'es contente, bon, bah voilà, c'est le principal. Hein. Et là, tu sais que t'as pas mal de développeurs seniors qui foutent tout en l'air. Ils en ont marre. Après une petite fermette et... je vais ouvrir ma ferme et voilà. Je déconne pas. En vrai, genre... Là, je commence, j'ai 27 ans, donc il y a la trentaine qui approche. Wow, la trentaine. Et la crise de la trentaine. Voilà, la crise de la trentaine me dit, là, j'ai bien envie de me poser, Ouais, bah oui. mais je veux quand même continuer à apprendre. Mais c'est dur de trouver une entreprise, je pense, qui continue de te challenger, quoi. Genre, si tu restes au même poste, tu fais toujours la même chose en général. C'est pas faux. Et le problème, c'est qu'en général, les évolutions de poste, si t'en veux une, c'est soit tu te casses, soit t'arrives à être assez bon dans ton poste actuel pour qu'on te donne une promotion. Donc là, en gros, je vois ce qui se passe. Et je vais m'adapter. Et je vais réagir en fonction. Voilà. Moi, je trouve vos réponses, elles sont très bien. Hein. Je m'attendais pas à autant non plus, quoi. Les recruteurs, ils aiment pas quand tu dis ça. Quand tu dis, ouais, dans 5 ans, je verrai. C'est ça que je comprends pas, parce qu'ils posent la question et ils veulent une réponse sûre, alors qu'ils savent très bien que tu leur mytho. Ouais, ce qui les arrange pas, c'est que, par exemple, tu restes que juste 1 an, et en fait, il te faut 6 mois pour te former. En fait, tu restes 6 mois dans la boîte où tu es vraiment productif, et après tu te barres. Mais je comprends, mais tu vois, genre par exemple, c'est aussi après aux entreprises, à eux, de faire le travail pour que tu aies envie de rester chez eux, tu vois. C'est en général quelqu'un qui se casse après 1 an. Il y a des raisons derrière, quoi. C'est pas non plus, c'est pas juste parce qu'il a la bougeotte et il a envie d'aller essayer une entreprise tous les ans. Il y en a, hein, je pense que ça existe, mais je pense que le commun des mortels aime bien un peu avoir de stabilité quand même. Je confirme. J'ai quitté mon entreprise au bout de 11 mois, donc oui. Ouais, voilà. Ok. On peut passer à la capsule suivante en soi. Donc le sujet d'après, c'est sur le syndrome de l'imposteur. En vrai, je vais définir un peu ce que c'est le syndrome de l'imposteur. Je vais prendre une définition que j'ai trouvée avant le podcast. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est un sentiment auto-entretenu d'incompétence et de doute en sa personne et ses compétences. Et donc, du coup, qui persiste malgré les succès scolaires, professionnels. Donc, il s'agit essentiellement d'un conflit entre la perception que l'on se fait des autres et la façon dont on se perçoit soi-même. Pour contrecarrer ça, en général, l'individu qui souffre du syndrome de l'imposteur, il aura tendance à travailler plus dur que nécessaire pour se prouver qu'il mérite ce qui lui arrive, qu'il mérite son métier. Et ça va lui permettre de se sentir digne de sa position et de se déculpabiliser d'avoir trompé les gens qui l'entourent. Donc, avec un constant appel au surpassement qui n'est cependant pas suffisant et qui continue donc d'alimenter ce trouble. Et à long terme, en général, ce comportement peut conduire à des états d'anxiété, de culpabilité et parfois même mener à la dépression.
Donc le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est assez, pourquoi on avait envie d'en parler avec Hugo, c'est parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes dans le milieu de la tech, enfin surtout dans notre milieu à nous, parce que on a beaucoup, je pense, enfin c'est un avis, je pense que c'est beaucoup dû au fait que on a énormément de personnes qui viennent de reconversion. En tout cas dans les métiers du développement web, parce que en général c'est plus dur de se reconvertir dans, je sais pas, demain t'es boulanger, tu vas te dire j'ai envie de faire du Java. Bon, c'est moins courant. En général, c'est plutôt parce que tu vas te reconvertir parce que tu as vu je sais pas, des formations dans le développement web, parce que c'est celles qui sont le plus poussées et le plus accessible, entre guillemets. Et ça conduit à ce truc de je suis pas digne de faire ça, alors qu'à la base, c'est pas ce que je faisais. Et à la base, c'était surtout quelque chose que tu voyais peut-être compliqué potentiellement. Tu vois. Parce que le développement, on n'en parle pas beaucoup à l'école non plus. On a quelques cours de Python. Et encore. Pour les plus jeunes d'entre nous. Parce que Margot, je suis pas sûr qu'elle ait eu des cours de Python au lycée ou au collège. Moi, j'en ai pas eu non plus. Ah ouais? J'étais pas en bac général, moi. Ah, c'est vrai. C'est vrai que balancer du Python en bac pro, je pense qu'il y en a qui sauraient arracher les cheveux. J'aurais kiffé. Et du coup, voilà. Donc, moi, j'aimerais avoir un peu vos avis et peut-être vos retours d'expérience aussi par rapport à ça, par rapport au syndrome de l'imposteur et peut-être à quoi c'est dû pour vous. Je pense que, comme tu as dit, le fait qu'il y ait beaucoup de reconversions, ça peut faire qu'il y ait beaucoup de syndrome d'imposteur, mais je pense qu'il y a aussi le fait que, vu que la tech, c'est quelque chose que tu peux apprendre tellement facilement en autonomie, qu'il y a beaucoup de très, très, très jeunes personnes qui apprennent à être super doués, en fait. Dès 10 ans, les gamins, ils te font déjà un site. Ils sont déjà trop forts, et voilà quoi. Voilà, et il y en a à Abside, il y en a certains qui ils sont des génies. Ouais. Et du coup, quand toi, tu arrives à 27 ans, tu sais faire un site, tu es content. C'est déjà bien de savoir faire un site internet. Tu te dis, en fait, tu te compares forcément. Et tu te dis, si je me compare par rapport à l'âge, etc., je ne fais pas du tout le poids. Ouais. Alors que si tu compares peut-être par rapport à l'expérience, t'apportes des choses différentes. 10 ans qui sont là-dedans, alors qu'en fait... Le mec, il code depuis 10 ans. Depuis qu'il a 10 ans. Mais il code depuis 10 ans dans sa cave, quoi. Il a 25 ans, ça fait 15 ans qu'il code en soi. Hein. Ça fait 15 ans qu'il a de l'expérience. Mais oui, puis en plus, il n'y a pas que ça. En fait, moi, je suis aussi quelqu'un qui angoisse très facilement et qui est assez pessimiste et qui n'a pas beaucoup de confiance en soi. Ouais. Donc, évidemment, le syndrome de l'imposteur, forcément, je l'ai eu. Ah oui. Et j'ai toujours l'impression que quand les gens me disent « Ah, c'est bien, t'as fait du bon boulot », je dis « Est-ce qu'ils le pensent vraiment ou c'est juste un compliment ?» C'est juste pour être poli. Des questions comme ça. Et en vrai, dis-moi la vérité. Donc voilà, c'est mon expérience. Et genre, je l'ai eu aussi quand j'étais en sciences, en vrai. Ouais. Oui, bah, forcément. Je me disais, oui, j'ai des bonnes notes, mais c'est juste parce que... Parce qu'il y a une excuse quelque part. Il y a une excuse quelque part. Ouais. Justement pour revenir c'est seulement académiquement que je suis douée, mais si j'étais sur les faits, j'y arriverais pas. Puis ensuite, j'ai fait des stages, j'ai fait oui, mais c'est parce que... Ouais, c'est exactement ça le syndrome de l'imposteur. C'est tu vas faire des trucs pour te prouver que tu sauras le faire. Et au final, même après avoir fait ces trucs-là, tu es en mode, bah non, faut que je prouve plus. Tu te tues à la tâche et... Parce que toi, tu te dis, ils vont voir comme ça que je fais vraiment des efforts, etc. Puis au final, c'est le gars qui a la tchatch qui travaille de 10h à 16h qui a tout le mérite. Oui, voilà. Parce qu'il a la tchatch. Genre pour revenir par rapport à ce que tu disais sur les jeunes cracks, etc., qui sont ultra forts parce qu'ils ont commencé il y a grave longtemps. Genre moi, par exemple, au lycée, j'avais un gars, c'était ça. Il avait commencé à coder, je sais pas, vers 12 ans, un truc comme ça. Et genre même moi qui, par exemple, ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est tech ultra tôt, genre pareil vers le collège, etc., mais qui a été moins rentré dans le dev pur, et bah du coup, plus tard, quand on est allé dans les mêmes formations, etc., bah, t'as toujours ce truc où tu te compares de te dire, putain, il arrive toujours à faire mieux que moi, alors que pourtant... Je me suis donné moi aussi et au final ça passe pas. Et c'est vrai que du coup des fois je pense que c'est le truc qui vient le plus souvent nourrir le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment la comparaison, quoi. Parce que
moi, à la base, je suis pas forcément quelqu'un, par exemple, inversement à toi, qui ait des doutes sur plein de trucs, qui va se poser plein de questions sur est-ce que les gens me disent vraiment la vérité, par exemple, quand ils me disent que c'est bien. Je considère avoir assez confiance en moi pour faire des choses. Et pourtant, même un profil comme le mien peut de temps en temps être touché par ce syndrome-là. Donc ça veut dire qu'il a quand même pas mal de sources qui viennent le nourrir, quoi. Moi, je rejoins Margot, du coup. Je la rejoins totalement. Je pense que le syndrome de l'imposteur, ça vient surtout du fait qu'on est trop dur avec soi-même. C'est possible On a aussi. envie de toujours mieux faire et justement, on se compare aussi beaucoup aux meilleurs. Mhm. Donc, dans l'entreprise, comme elle disait, il y a des gens qui... Des craquicos. Des cracks, c'est ça, qui sont dans ce domaine depuis plus de 10 ans. Donc, on n'a pas à se comparer C'est à ce leur genre de data. personnes, mais on se dit, oui, j'ai envie d'être aussi à l'aise que cette personne dans ce... Peut-être dans 10 ans. Peut-être dans 10 ans, mais dans 10 ans, la personne elle sera encore plus loin. Ah, mais c'est pas... En vrai, justement, c'est bien parce que d'un côté, c'est bien d'avoir des cracks, justement, de les côtoyer tous les jours. Parce que, en fait, tu te dis, moi, en tout cas, par exemple, ce que je faisais, c'est que je me disais, je vais atteindre ce niveau, tu vois. Et en fait, à force de te dire ça, tu peux penser que tu vas pas réussir à atteindre le même niveau que lui, ou alors à chaque fois, il va être au-dessus. Et en fait, au final, moi, par exemple, je me suis rendu compte que ce pote que j'avais, que j'ai toujours d'ailleurs, au collège, lycée, université, je suis toujours pas meilleur que lui dans ce qu'il sait faire, mais par contre, les trucs qu'il sait pas faire, moi, je suis bon. Et du coup, tu vois, tu as ce truc-là, c'est d'essayer d'aller challenger sur un autre terrain qui t'appartient à toi, tu vois, et de pas forcément le comparer à ce que les gens font, quoi. C'est vrai que du coup, ça motive d'avoir des gens qui sont doués et tu te dis, j'ai envie de savoir ce qu'il sait aussi. Et voilà. Mais C'est après, des sources de savoir en soi. il y a quelque chose qui m'a fait me rendre compte que j'avais le syndrome de l'imposteur, c'est quand j'ai rencontré Rava. Parce que je me suis dit, c'est bizarre, elle dit exactement les mêmes choses que je dis. Tu te dévalorisais beaucoup au début. Et à chaque fois, j'étais là, mais non, Rava, je te promets, c'est trop bien ce que tu fais. Et je me disais, mais en fait, ça se trouve, c'est pareil, moi. En fait, elles se sont rendues compte toutes les deux qu'elles avaient le syndrome de l'imposteur parce qu'elles se disaient, mais non, arrête, tu sais faire des trucs bien. C'est un ping-pong. C'est vraiment ça, genre. Mais du coup, elles se font une thérapie entre eux, c'est bien. C'est un peu Du coup, on stylé. s'entend très bien. Bah, On se comprend beaucoup. ouais, du coup, forcément, vous avez les mêmes problématiques. Donc, Tout à fait. Mais oui, du coup, le syndrome de l'imposteur, justement, quand on commence à côtoyer des personnes qui ont toutes ces compétences-là, rien que de les écouter parler, tu t'apprends tous les jours. Et je pense qu'à un moment donné, on ne pourra jamais atteindre leur niveau dans le sens où ils ont trop d'avance, mais comme tu l'as dit, on pourra avoir les compétences nécessaires dans le domaine. Mais je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est beaucoup plus que juste ça. C'est ça. On a dit, je pense que c'est un tout, c'est la c'est personnalité. nourri par plein de trucs. Ouais, c'est ça le truc. Toi, Hugo, du coup... Je me sens pas du tout concerné. Justement, c'est pour ça que ça m'intéresse, moi, perso, d'avoir ton avis. Parce que, justement, vu que tu as deux personnes qui sont justement peut-être un peu plus dans le dur du truc, genre de parler de toi par rapport à comment tu gères ça, de ne pas l'avoir, justement, tu vois, peut-être des strates, des trucs comme ça, des tips. Déjà, moi, j'ai toujours été en mode bas les couilles. Donc, forcément, ça aide. Ça, je pense que c'est un truc qui aide. Mais justement, tu vois, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, par exemple, je suis dans cette optique-là aussi. Et pourtant, des fois, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Ouais, mais je suis plus dans, contrairement à toi, sur certains, par exemple, avec ton pote que tu disais. Ouais. Moi, en fait, quand il y a un mec qui est meilleur que moi, je fais, vas-y, je vais essayer d'apprendre tout ce qu'il apprend. Ouais. Et du coup, moi, je me vois monter en compétence, je vois que j'ai appris des trucs, j'arrive à faire ça, j'arrive à faire ça. Je suis super. Moi, je suis toujours pas à son niveau, mais au moins, en fait, t'es juste content d'avoir appris des trucs, même si t'es pas. En fait, t'as pas ce goal de vouloir surpasser forcément, tu vois. Forcément, c'est quand même le goal. Mais c'est pas en mode Tu vas pas te mettre mal pour ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Mais c'est tout, en vrai. C'est pour ça que je me sens pas trop concerné, et je comprends. Alors, peut-être aussi, c'est quand, vu que le syndrome de l'imposteur, dedans, il y a imposteur, c'est t'as l'impression d'être un imposteur, parce que les gens te disent, par exemple, c'est du bon travail que t'as fait, et toi, tu vas dire, non, c'est pas du bon travail, parce que si jamais, en fait, c'est réellement pas du bon travail,
et ben tu veux leur dire je suis d'accord avec les gens qui disent que c'est pas du bon travail. Vous inquiétez pas, je peux faire mieux, je vous assure, je peux faire mieux. La preuve, je sais que c'est pas du bon travail. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Je vois. C'est un peu ça, quoi. Moi, justement, par rapport du coup à mon retour sur la partie syndrome imposteur, moi je l'ai peu eu. Les moments où je l'ai eu, ça a été skip assez vite en vrai. Pour moi, c'est plus un problème de remise en question. Je pense qu'une personne qui potentiellement, c'est pas une généralité, mais qui a tendance à beaucoup se remettre en question, va tendance à quand même pas mal avoir le truc de syndrome de l'imposteur, parce qu'il va toujours se dire il peut faire mieux. Et quand il va voir les autres, il va se dire putain, oui, je peux faire mieux, les autres ils font mieux. donc forcément, il y a ça. Après, je sais que moi, par exemple, tous les moments où il y avait ce truc de syndrome de l'imposteur, le moyen de le gérer, ça a toujours été de me dire je sais faire des trucs cool. Enfin, je sais pas, peut-être que je suis pas à son niveau, peut-être que je le serai jamais, mais au pire c'est pas grave parce que je vais décider d'aller faire mon propre parcours dans tous les cas. Donc est-ce que c'est vraiment son niveau que je vise au final, tu vois? Est-ce que c'est pas mon truc que j'ai envie de construire et de pas forcément faire comme les autres et de m'accrocher à un truc, quoi. Il faudrait te comparer seulement à toi-même. À toi-même il y a 1 an, à toi-même il y a 10 ans. Et justement, ça, je le fais. Du coup, c'est un des autres trucs que je fais. C'est de temps en temps, je me rends compte de me dire. Un petit projet il y a 1 an et tu fais. Je te jure, tu revois des trucs et t'es en mode, mais j'ai fait quoi? Et moi, j'ai eu beaucoup ça, par exemple, avec Hugo. Je me rappelle quand on était trop heureux de faire une interface en HTML, CSS. Et on était en même putain, on est trop fort. Le truc, il est trop joli. Et que du coup, tu le revois beaucoup, 3 ans après. 2 ans plus tard, et là, t'es en mais qu'est-ce qu'on a branlé? Le truc, il est même pas responsive. Il est bancal. Il est bancal. Quand tu relances le code 2 ans après, il se lance pas. Et là, t'es en mode, non, en fait. Et aujourd'hui, que justement, tu fais tes projets, t'as pas ces trucs-là. Je sais pas, pour prendre un exemple tout bête, toute la partie hébergement, mettre sur un environnement de développement. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, mais c'est quoi? Il y a un autre mot, il y a l'hébergement, il y a le. Je sais plus. Bon, bref, toute la partie hébergement, moi par exemple, c'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus. C'était pas le truc où j'étais le meilleur. Et là, en 1 an, j'ai eu pas mal de fois l'occasion de devoir héberger des projets, de devoir les dockeriser, etc. par exemple. En fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien faire ça, déjà. Et que en plus, ces compétences-là, je les avais pas il y a 1 an. Et que vraiment, c'était... avant, quand je devais héberger quelque chose, c'était un massacre. Ça utilisait pas GitHub, ça téléchargeait les projets, ça les mettait en glissé-déposé sur le serveur. Et voilà. Et ça marchait. Ça marchouillait. Et du coup, quand tu te rends compte après de tout le gap que tu as fait en 1 an, où genre tu as déjà, tu as un VPS, tu le dockerises, tu as une base de données qui est dockerisée, tu as ton API, elle est dockerisée, tout tourne comme ça. Tu as juste à faire une commande et tout marche. Là, tu te rends compte du gap qu'il y avait il y a juste 1 an. En fait, la difficulté aussi, c'est quand ce projet de merde que tu as fait, quand tu as commencé et que tu savais pas comment faire, quand c'est un client qui l'utilise... Et là, tu n'es pas contente. Et que toi, tu as d'autres projets, donc tu peux pas te remettre sur ce projet de merde pour le mettre au goût du jour. Oui. C'est assez frustrant, du coup. Parce que tu te dis, le pauvre client, il utilise un truc de merde, il le sait même pas en plus, c'est ça qui est bien. Après, il y a quand même ce truc dans la tech de se dire, si le client est content, c'est OK. Ça marche. Faites pas comme moi, ne changez pas de stack 6 fois en 1 année. Il y a eu un moment où Hugo, tous les 3 mois, il me disait, mec, j'ai tout recodé mon projet, j'ai rechangé la stack. À un moment, c'était Nuxt.js. Après, au début, c'était Node.js. Après, il est repassé sur Nuxt. Après, il est repassé sur Node.js. Après, il est repassé sur Adonis. Et là, j'étais, mais il a changé 4 fois de stack. C'est un zinzin, ce gars. Après, on peut pas dire qu'il se remet pas en question. Hein. Là, pour le coup, Maintenant, ça tourne sur du Ruby. Voilà, tu vois. Maintenant, c'est Ruby. Bon, après, pas par choix. Voilà, c'est pas par choix, mais t'as ce truc-là quand même. Et ça tourne bien. Du coup, on a commencé à un peu quand même amener des solutions. En vrai, si vous aviez chacun une solution à donner Comment gérer ça comment à gérer. Parce que je
je me dis ça peut même potentiellement vous aider vous-même d'en parler genre à vive voix comme ça, de me dire en fait je devrais faire un petit peu plus ça de temps en temps. Je pense que ça m'aiderait pas mal. Alors moi je ne le gère pas. C'est bien ça le souci. Non, en fait je suis quelqu'un de très perfectionniste dans tout ce que je fais. J'ai envie de tout savoir faire, tout faire de A à Z. Je pense que la solution serait de me décharger et savoir passer la main. De dire c'est ok. De pas... Et me dire que c'est ok. Mais du coup, moi, je m'acharne sur le problème. Je me dis, je vais réussir à le faire. Et j'ai pas de solution, franchement. Bah regarde, on va faire un truc. Tu vas prendre une des solutions qu'on va proposer ce soir. Et puis, tu vas essayer. Tu vas te dire, allez, celle-là, elle me va bien. Elle est pas encore trop compliquée à mettre en place. Et je vais essayer de la mettre en place pour gérer mon truc. On verra les solutions parce que vraiment, j'ai envie de tout faire. Ouais, bah oui. Je pense que le problème vient de là aussi. Après, en vrai, en général, ce truc-là de vouloir tout faire, c'est... Genre, j'ai ce truc-là d'aimer faire plein de trucs. Ça se traite. C'est pas une maladie, mais genre ça se traite, tu vois, de vouloir faire trop de trucs et du coup d'être perfectionniste alors que tu peux pas avoir les prétentions d'être perfectionniste alors que tu aimes faire plein de choses, tu vois. Faut partir du principe que dans tous les cas, tu vas pas réussir à faire un truc parfait parce que t'as pas mangé 500 heures de ce truc-là à faire que ça. Et que de toute façon, tu les feras sans doute jamais, ces 500 heures à faire que ça. Ou alors avec des années d'expérience. Et que juste, faut être fier de ce que tu arrives à faire déjà sur l'instant T. Et pas oublier que, par exemple, toi, dans ton cas, tu es en alternance. Et partir de ce principe-là. C'est pas une excuse à tout. Mais, si on doit parler d'évolution de la moi de il y a 1 an et demi et la moi de maintenant, c'est pas du tout la même chose. La moi de 1 an et demi, elle touchait pas un PC. Alors le progrès est haut. Il y a déjà un gap de fou, tu vois. Il y a un progrès. J'allais sur Internet, c'était pour regarder Netflix. Donc, c'est pas du tout la même chose. Maintenant, tu codes Netflix. J'aurais pu. Et tu vois, justement, je pense juste se rappeler de ces trucs-là, de te dire... en vrai, l'année dernière, je touchais même pas un PC. C'est déjà... le problème, c'est qu'on regarde plus loin et pas en arrière. Vu que tu as envie d'évoluer, tu vas forcément regarder en avant. Et c'est ça tu qui regardes juste une page blanche parce que tu sais pas encore ce qu'il va y avoir. Alors que par contre, ce qui tu regardes en arrière, c'est déjà écrit, tu le sais. Donc ça aide. Et toi, Margot ? Alors, moi, je pense que je suis assez âgée maintenant pour me connaître un peu. Ça, c'est bien. Je sais ce qui me fait aller mal, on va dire ça comme ça. Et je sens quand ça vient. On va dire ça comme ça. Je sens quand je me dis, là, ça va pas bien, là, il faut que... Faut faire un truc. Voilà, faut faire un truc. Et moi, c'est une routine calme qu'il me faut. Genre, moi, c'est... Quand je sens que je vais pas bien, il faut que je repriorise, voilà. Pas seulement en me disant, OK, la priorité, c'est de faire ça pour le client, c'est de faire développer telle chose. Non, dans les priorités, il y a aussi prendre soin de moi, il y a aussi dormir. Il y a aussi... dormir, c'est un nouveau concept, voilà. ça. Incroyable, ça, dormir. Se divertir, tu vois. Il faut se reposer, se relaxer, etc. C'est aussi des priorités. Et du coup, c'est comme ça que je me dis, OK, qu'est-ce que ça va... Qu'est-ce que ça va vraiment... quels sont les effets négatifs si, OK, je pars 1 heure avant. Oui, j'ai un truc à finir, mais je le finirai demain matin. Ce que Rava ne sait pas faire. Moi, Rava, à chaque fois, je la croise. Elle est là, elle finit à 18h et tout. Je suis en mode, qu'est-ce que tu fais là ? 18h ? Oh, t'es gentil, hein. En tout cas, à chaque fois, je l'ai croisée. Et c'était dans des horaires comme ça, un peu tricky. Donc, on parle de moi ? Non, mais toi, c'est même plus... Mais voilà, en fait, il faut avoir une routine qui te permet à ton corps et à ton esprit de se reposer et de pas tout le temps faire que... Même se restaurer. Même si toi, t'adores le développement, c'est divertissant aussi pour toi, ça fait quand même que ton cerveau, il travaille, en fait. Et le fait d'apprendre, moi, je sais que les moments où j'apprends le plus, c'est là où je suis le plus fatiguée. Parce que ton cerveau, il en peut plus, en fait. Donc, c'est le moment où tu dois le plus dormir. Et plus tu apprends et plus tu as envie d'apprendre et plus ton cerveau, il veut pas aller dormir. Donc, voilà. Il faut le forcer. Et pour ça, il faut lui donner beaucoup de temps pour se calmer avant d'aller dormir. Okay. En tout cas, moi, c'est ça que je fais. Je trouve que c'est une bonne strat. Ouais, se recentrer sur soi-même, je pense que c'est pas mal. Voilà.
Et on a appris à Ecode ce truc de priorisation. Est-ce que c'est important et est-ce que c'est urgent? Je sais plus comment. Si c'est important et urgent, c'est la priorité numéro 1. Si c'est important mais que ça peut attendre, ça peut attendre. Allez, ça passe. Si c'est urgent mais que c'est pas important, tu délègues. Ok. Et si c'est pas important et que c'est pas urgent, en fait, tu la fais jamais. Ouais, c'est peut-être ça. Ah, je sais plus. Et on va passer sur les cours, je crois. C'est important et des fois c'est très urgent. Ok. Voilà. Alors, ouais, je pense, là pour le coup, je pense que c'est des vrais bons conseils à appliquer. J'espère que Rava prendra. Même pas ça dans. veut dire d'or. Voilà. Même pas forcément dans un dormir, contexte de syndrome de l'imposteur, juste je pense dans la vie de tous les jours, c'est bien de faire ça de temps en temps. J'ai des tendances à faire des burn-out et trucs comme ça, donc je sais qu'il faut que je fasse gaffe, sinon. Voilà. Surtout l'hiver. Ouais. Bah, c'est la période n'est pas fun de toute façon. Ouais. En général, c'est pas ce qui. C'est je sais plus comment ça s'appelle, la dépression saisonnière. Voilà. Ouais. Je suis sujette à. Comme pas mal de Français, je crois, de toute façon. Ouais. Faut que je fasse gaffe, donc voilà. Ok. Je pense qu'on peut passer à la capsule 3. Parce que là, on a bien traité le sujet là, sur le syndrome de l'imposteur. Je suis content et je pense que ça va aider pas mal de personnes. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est plus. Peut-être dont on ne parle pas justement assez, alors que pour le coup, c'est vraiment un truc qui est ultra important, surtout dans notre milieu, quoi. Donc du coup la capsule 3 ça va être centré sur le client plutôt. Donc on a tous des manières différentes de travailler ici, donc là-bas plutôt le côté ESN, ici un peu le côté freelance startup. Et moi ça m'intéresse justement de savoir comment ça se passe justement chez vous tous, la gestion client et comment vous en général vous gérez vos clients. Vous avez un projet. Est-ce que déjà à partir de quel moment vous arrivez vous dans la relation client? Est-ce qu'il y a eu des gens avant vous qui ont géré des trucs comme ça? Et une fois que vous y êtes, comment vous la gérez, quoi? Je pense que tu as eu plus de clients que moi. Oui, du coup j'ai eu 3 clients seulement. C'est pas mal. C'est déjà pas mal, non? C'est en un an, sauf que tu parlais de clients ES7, sauf que en fait, vu que nous, les projets qu'on a en tant qu'alternante à Abside, ils sont assez particuliers, moi, j'étais direct en contact avec le client. Ouais, c'est intéressant, ce qui ne serait pas forcément le cas si j'avais été un employé classique. Ouais, okay, je vois. Du coup, c'est intéressant. Tu vas y avoir des choses à dire. Et moi, en gros, on commence à me donner un peu le sujet vaguement. Et ensuite, c'est le client qui me vend son projet, qui me dit qu'est-ce que je dois faire. C'est un pitch, quoi. Voilà, il se fait un pitch, c'est un rendez-vous, c'est une conversation, en fait, avec le client. Et ouais, j'ai toujours été très directement en contact avec le client. On s'envoie des SMS, on s'envoie des mails, on s'envoie machin. Avec Antoine et Thomas, en ce moment, là, on se fait des... Alors, ça s'appelle des daily, mais en fait, c'est plus des weekly. Okay. Du coup, on a un tout petit rendez-vous de 10-15 minutes toutes les semaines pour se mettre au courant de l'avancée du projet. Mais oui, la plupart des clients que j'ai eus, c'était très... comment dire ? C'était pas très genre hyper cadré, hyper officiel. Il faut absolument envoyer des mails, il faut la confirmation, sinon machin chose. Non, si je pouvais appeler les clients comme ça, est-ce qu'on peut se voir demain pour gna gna gna, voilà, c'était plus comme ça. Ouais, ok, d'accord. Après, j'ai pu remarquer que les meilleurs clients, c'est ceux qui... d'ailleurs, je l'avais dit pendant la conférence. Les meilleurs clients, c'est ceux qui, certes, sont très investis dans le projet, mais qui savent quand même te laisser faire et te laisser un peu d'indépendance et d'autonomie. Ouais, qui savent où est leur limite à eux, quoi. Voilà. En fait, il y a les deux extrêmes où, d'un côté, il s'en fiche du projet, il est jamais là, il te répond jamais. Et l'autre extrême, c'est il est toujours sur ton dos. Tous les jours, il t'envoie des messages. Est-ce que ça s'est fait? Est-ce que tu peux me faire ça? Est-ce que tu machin chose? Voilà, ça, c'est les deux extrêmes mauvais. Et il y a un équilibre parfait du coup entre les deux. Attends. Voilà, c'est... Okay. Voilà. On a le même client, Antoine, donc j'ai pas mais grand-chose t'as peut-être pas la même expérience. T'as peut-être pas le même point de vue. Hein. On a exactement la même expérience à ce sujet.
on a une relation très honnête. Mhm. Si nous, on a des retards ou des choses qui sont un peu plus compliquées, Direct. on peut directement leur dire, il n'y aura pas de problème, ils sont très compréhensifs. Mhm. Si. Ouais, Oui, ça. Oui. Mais oui, moi, j'ai connu qu'un client, donc ça s'est très bien passé. Pour le moment, ça se passe bien, quoi. Donc C'est juste l'écoute, je pense, la communication qui est Mm. important. Après, je pense que ça dépend des clients, de l'attente qu'ils ont, etc. aussi. Ça dépend aussi des boîtes avec lesquelles tu travailles. Parce que pour le coup, déjà quand on travaille avec des grosses boîtes, la relation client n'est pas du tout la même. Je sais pas, j'ai des retours de freelance par exemple, où genre les gars ils font des rendez-vous clients avec par exemple des énormes boîtes, et là le contexte est plus du tout le même. Tu travailles, je sais pas, tu vas avoir ton rendez-vous client avec le DG d'une énorme boîte. Tu vas dans tous les cas essayer d'aller chercher un professionnalisme peut-être un peu plus haut. Tu vas te brider peut-être dans ta manière d'aller chercher les infos, ou genre juste de parler avec le client. Alors que potentiellement, justement, quand tu travailles avec des boîtes soit plus petites ou même moyennes, là, tu vas peut-être te donner un peu plus de liberté. Essayer de poser des contextes, par exemple. Enfin, je sais pas, des trucs tout cons. Est-ce qu'on peut se tutoyer ? Typiquement, c'est le genre de truc où tu vas plus le tenter quand c'est une petite boîte, / moyenne boîte, que quand c'est une énorme boîte avec un haut responsable que tu as en call, quoi. À Psy, tu tutoies tout le monde. Ouais. C'est vraiment le truc, c'est tutoyage là-bas, c'est ça. En vrai, moi, d'un côté, je trouve ça bien parce que c'est plus relax, quoi. C'est plus convivial. Ouais, voilà, on se prend moins la tête. T'as moins de pression. C'est vrai qu'avec mes clients, pour le moment, vu que c'est plus à la cool, par exemple, si je fais des tests sur mon application et que du coup, je fais des fausses personnes à mettre, je vais mettre des noms en mode, je sais pas, Naruto, tu vois, ce genre de choses, que tu montrerais pas ça à un gros client, tu vois, alors que là, c'est... PDG de Total qui demande un truc, dans les tests à Naruto, t'inquiète. Là, tu permets plus de choses pour que ça soit plus cool, quoi, plus convivial, moins sérieux, moins formel, quoi. Voilà, en même temps, je comprends, parce que faut mettre un peu de fun dans la vie quand même aussi. C'est pas drôle. C'est ça. Et toi, Hugo, du coup ? Moi, j'ai pas trop de relations clients, entre guillemets. C'est-à-dire que je bosse sur un logiciel qu'on crée en interne. Ouais. Donc, mon client, c'est mon patron. Ouais. Après, en soi, c'est aussi une sorte de forme de relation client, en soi. Pour moi, je le compte dedans, en tout cas. Je suis libre, donc c'est un peu ça. Enfin, je lui dois des comptes dans le sens où il faut des résultats, mais après, il n'y a pas de relation, entre guillemets. Ouais. La seule relation que j'ai eue, c'est plutôt sur les B2C, sur nos utilisateurs finaux. Ouais, ok. Où on a fait des personas, on a fait des rendez-vous dans des congrès pour parler avec eux, savoir leurs besoins, etc. Mais sinon... Et encore, parce que là, c'était un milieu assez convivial. Ouais, donc, c'est des marais chaufférants, donc... donc forcément, c'est vrai que là, c'est encore un autre contexte. La bonne franquette. C'est ça. Ils aiment bien s'amuser, eux, dans tous les cas. Ok. Et toi ? Alors moi, c'est... Techniquement, j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que j'ai un contexte où je gère beaucoup de relations clients dans mon entreprise en alternance. Et j'ai un contexte où je gère aussi mes missions freelance à côté. Et du coup, j'ai vu beaucoup de choses. Par exemple, du coup, j'ai vu de la grosse boîte. Je sais pas, on travaille avec des grosses boîtes de voyage, du type du Pierre et Vacances, des trucs comme ça. Et moi, dans ce contexte-là, par exemple, avec cette entreprise-là, en soi, là, sur le coup, j'étais tombé sur une équipe qui était assez à la cool. Ça s'est tutoyé directement. Les retours étaient ultra fluides, etc. Ça marche ultra bien. Alors que pourtant, c'est une grosse boîte. Et j'ai eu d'autres cas où, par exemple, c'était des moyennes entreprises / petites entreprises. Et où là, par contre, la conversation, elle est galère. Réussir à choper le gars pour lui dire quoi que ce soit, c'est dur. Je sais pas, tu vas lui envoyer un mail, il te répond 1000 ans plus tard, alors que toi, tu as une deadline. Tu es en mode, bon, je vais faire ton truc, mais après, le problème, c'est qu'à la fin, si tu n'as pas ton rendu final que tu voulais, j'y peux pas grand-chose, quoi. Et un autre cas encore plus extrême, où genre là, c'est des clients, ils sont invisibles, quoi. Enfin,
n'existe pas. Ils te disent de faire un truc et puis après, c'est au revoir. Ça, je l'ai eu. Donc, ça, c'est plutôt des expériences que j'ai eues en alternance donc dans mon entreprise actuelle. Après, pour ce qui est du freelance, j'ai toujours eu, pour le coup, des missions où, et je pense que c'est aussi le statut qui fait ça, où le freelance, c'est de la communication. Les 2 clients que j'ai eu à chaque fois, c'était très. On a besoin d'un truc, on se fait un call. Mais pas non plus tous les jours. Je sais pas, toutes les semaines, toutes les deux semaines pour. Gros call pour faire le point. Pour suivre l'avancement du projet, etc. Je sais pas, j'ai eu un projet de 2 semaines à un moment. On a fait un premier call pour centrer le projet, les besoins, etc. Le gars, je lui ai pas parlé pendant 1 semaine. Hein. C'était OK pour lui. Il savait que je lui avais dit que j'allais dans tout cas lui faire un retour le lundi. Le lundi, on a fait notre call. On a précisé tous les trucs qu'il y avait à préciser. Puis c'était ultra fluide, quoi. Pareil pour la deuxième mission. Ça s'est toujours passé comme ça, en freelance en tout cas. Bon, après, j'ai eu moins d'expérience en freelance qu'en alternance. J'ai l'impression que aussi le statut fait que c'est plus facile, entre guillemets. Je pense que c'est pas les mêmes clients et pas les mêmes exigences aussi. Je pense que si tu mets énormément d'argent dans un projet, tu seras beaucoup plus dur que... Ouais. Après, je pense qu'il y a aussi le fait que... moi, j'ai cette impression-là, en tout cas avec les missions que j'ai eues, c'est que les clients qui viennent te voir, ils y connaissent rien. Genre pour le coup, à chaque fois, j'ai eu affaire à des néophytes, quoi. C'était vraiment des gens qui connaissaient partiellement les termes techniques, qui pouvaient parler de... Ils savaient à quoi, qu'est-ce qu'il leur fallait. On pouvait parler du sujet, ils savaient me dire de ce dont ils avaient besoin, parce que soit ils ont été préparés par une équipe technique, soit voilà. Mais c'était souvent des néophytes. Et donc du coup, je pense que quand tu as cette position-là, d'aller voir justement quelqu'un qui, tu sais, il a des compétences que tu n'as pas, ça remet directement sur un pied d'égalité, tu vois. Alors que potentiellement, quand tu vas, tu vas faire une commande d'un site ou d'une application chez Upside, par exemple, tu es une entreprise qui travaille dans le domaine qui n'a rien à voir, bah, là, tu attends plus quelque chose de... Comment dire ? Tu t'attends à un livrable. Et tu t'attends pas à soit apprendre des trucs, soit ou avoir un contact avec la personne, tu vois. Tu veux juste ton produit fini et basta, quoi. Tu veux pas chercher à savoir comment ça a été construit, tu veux pas chercher à savoir, tu veux pas t'investir dedans. C'est une commande, tu vois. Tu veux avoir le truc à la fin. Et du coup, je pense que c'est aussi ça qui fait que c'est un peu 2 mondes qui se confondent, quoi. C'est pas pareil de gérer un client en agence et de le gérer en freelance, quoi. Voilà. Je suis d'accord pour le fait que le fait qu'ils en savent un petit peu sur la tech ou pas a une grosse influence sur comment est-ce que eux ils vont voir le projet et comment est-ce qu'on va communiquer. Mais t'as sa forme de respect qui s'installe, tu vois, de ce truc de se dire bah il a des choses à m'apporter, j'ai des choses à lui apporter, donc du coup on est sur un pied d'égalité, quoi. Donc Après, ça aide. Moi j'ai un peu l'expérience inverse. Ouais. Dans lequel où quelqu'un qui va pas s'y connaître du tout, mais qui, vous savez, le genre de personnes qui sont quand même, qui ont très confiance en eux malgré que... Ils ont un petit ego, quoi. Un gros. Vous savez, cette courbe, alors je sais plus comment elle s'appelle, la courbe où en fait, le moins t'en sais, le plus t'as l'impression d'en savoir. Je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. oui. Ah oui, c'est le truc qui fait hop, voilà. et après tu te rends compte et hop. Et ben, c'est un peu ça, dans le sens où ils pensent savoir de quoi ils parlent, alors que pas forcément. Ouais. Alors que quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, bah, en fait, déjà, il va savoir mieux te dire ce qu'il veut. Ouais, bah oui. Ce qui est plutôt pas mal. T'as pas à faire ce travail de traduction, en fait. Et en plus, il va être plus compréhensif pour certaines choses. Alors que quelqu'un qui s'y connaît pas fait ça... Pourquoi ça marche pas ? Voilà, pourquoi ça marche pas ça prend seulement 1 semaine, ça ? Ah, non, ça prend 1 mois. Pourquoi ça prendrait 1 mois ? Alors que quelqu'un qui s'y connaît un peu. Viens le faire, tu sauras pourquoi ça prend 1 mois. Il y a aussi un peu ce revers dans le sens où s'il connaît bien et qu'il sait que ça prend environ 1 semaine, tu peux pas lui dire dans un mois. Tu peux pas lui dire dans 1 mois, pour le coup. Oui. Après, c'est aussi l'honnêteté. Tu vois. Après, des fois, t'as aussi
tu peux avoir une confrontation à ce niveau-là, au niveau des délais. Hein. Ouais. Je sais pas. Vous n'êtes pas mon seul projet C'est actuellement. aussi ça qu'il faut expliquer parfois, c'est que tu travailles pas que sur une seule personne. Enfin, bon, en tout cas, c'est rare. Généralement. Moi, c'est rare que je travaille que pour une seule boîte. Mm. Donc, genre, en général, j'ai souvent 4-5 projets qui tournent en même temps. Donc, Ça doit être dur mentalement, non, d'avoir beaucoup de projets en même temps. faut jongler, faut. Ok. Ouais, en fait, faut s'organiser. Je m'organise pas, hein, mais il faut s'organiser. Mais en soi, ça se Et fait. la hantise de tout le monde. Je te jure. Bah, après, le problème, c'est que moi, mes clients s'organisent pas non plus, donc j'ai pas envie de m'organiser. Et que en interne dans la boîte, ça s'organise pas. Je suis pas Du coup, il n'y poussé. a rien qui est organisé, il Voilà, n'y a ça. rien qui va. Je suis pas poussé à être organisé en fait. Faudrait que j'arrive à avoir la force de me dire allez, on va se faire un petit Trello, un Notion, un cahier des charges, des trucs comme ça. Bon, c'est rarement le cas en général, surtout parce qu'il faut que ça aille vite. Et que... Je suis la personne chiante, Rava peut en attester, qui veut tout organiser. Il faut que les choses soient organisées, que je sache exactement qui fait quoi dans le projet. Tu vois. C'est comme la dernière fois quand vous avez fait votre conférence au GDG, au Google Developer Group, où justement, tu avais Rava qui était en mode « Du coup, je dois dire quoi ?» Et Margot qui avait tout préparé, qui savait déjà dans sa tête ce qu'il fallait faire, quel moment fallait mettre tel diapo, etc. Et vraiment, c'était les deux opposés. Mais du coup, moi, c'était rigolo. Alors, Margot, elle avait tout organisé. Je suis arrivée à la fin, je parle à quel moment? Après, c'est aussi des... C'est quoi déjà le sujet? c'est aussi des profils différents. Moi, j'aime bien travailler dans le chaos, donc forcément... Oh non. Bah, pas moi, mais j'arrive pas à m'organiser pour autant. Bah, du coup, toi, t'es obligé de travailler dans le chaos parce que t'as pas envie. Mais après, c'est une manière de... Non, de taffer, hein. j'arrive pas à travailler, à m'organiser, c'est différent. Oui. Je subis. Tu subis le chaos. Ok. Est-ce que vous avez un peu des manières de gérer, par exemple, justement les conflits? Bon, après, je sais pas vraiment si vous avez eu des conflits dans les clients. Rava, du coup, sans doute moins, parce que tu n'avais eu qu'un seul client et de ce que j'ai compris, ça s'est bien passé. Donc, voilà. Mais, je sais pas, par exemple, moi, j'ai eu une expérience pour une mission freelance, par exemple, où c'est pas vraiment un conflit en soi, mais ça pouvait y ressembler, où on me demandait une stack technique et où moi j'étais en mode j'ai pas envie de faire cette stack technique là parce que je sais pas pour ça qu'on m'a embauché à la base, et donc du coup j'ai envie de faire les trucs sur lesquels j'ai envie de te faire, et qu'après explication t'as pas vraiment de réponse claire sur ce que tu dois faire, et que du coup au moment où tu arrives au livrable ou au mi-rendu, on te dit du coup t'as pas fait ça, et t'es un peu en mode comment tu réponds à ça, parce que genre moi je pensais que c'était clair dans le mail. Tu vois, je sais pas, ce genre de conflit là par exemple, genre Margot par exemple, comment toi tu... Alors j'ai pas eu de conflit à proprement parler, mais j'ai eu des moments inconfortables. Ouais, ok. Où par exemple il y avait un moment où j'étais littéralement toute seule sur un projet où je n'étais pas du tout expérimentée dessus. On m'a dit il faut déployer maintenant, parce que là. je dois utiliser le truc dans une semaine. Et le truc était pas prêt, Oui, quand je même. savais même pas c'était quoi déployer. Enfin, De cœur, non, on connaît pas. j'étais complètement larguée. Et en fait, ça m'a forcé à déployer un truc qui était genre nul. Crado. Ouais. Et je me sentais mal. C'est le syndrome de l'imposteur. Là, il était fort. Là, il était présent. En même temps, là, ça se comprend. Donc, il y avait un peu ce truc inconfortable où en fait, je me sentais pas de faire ce qui m'était demandé, mais je comprenais que c'était obligatoire. Urgent, quoi. Que c'était urgent. Et l'autre chose, c'était plus mon client, mais il me demandait quand est-ce que j'allais revenir. Ok. Et je pouvais pas lui dire que je revenais pas. Ok, d'accord. Et du coup, t'as un peu ce truc où tu peux pas lui dire en fait. Enfin, Non, parce que en fait, là pour le coup, il y a quand tu travailles dans une entreprise, t'as certaines choses que c'est pas à toi de faire. Et on te dit non, toi tu fais pas ça. C'est la relation client. Ouais. Alors certes, nous on est un peu dedans, mais c'est pas notre travail. Mais il y a quand même des choses plus importantes où c'est pas à toi de le faire. Ouais. Et pour dire
qui c'est qui va travailler sur tel projet, c'était pas à moi de dire ça. Et du coup, je pouvais pas lui répondre. Et moi, ça me mettait un peu mal à l'aise parce que je voulais lui être transparente avec lui. Je voulais lui dire, bah non, désolé, je reviendrai pas sur le projet, donc ce n'est pas à moi qu'il faut que tu parles. Mais je pouvais pas. Ok, d'accord. Du coup, laissez un vu, voilà. Donc, bah, ouais, sauf que t'as pas non plus, t'as envie quand même d'être poli avec la personne. Tu lui dis, bah, je vais demander, je vais aller m'informer. Hein. Je vais m'informer. Et en plus, surtout quand tu sais très bien que ce client-là, il a eu plusieurs soucis sur le fait qu'on lui disait pas assez les choses. Sur la transparence, quoi. Voilà, et bah, moi, ça me mettait un peu mal à l'aise, ça, pour le coup. De ne pas pouvoir être aussi transparente que je le voudrais. Ça, en même temps, la transparence, pour moi, c'est un sujet un peu touchy dans la tech, justement, j'ai l'impression, parce que c'est compliqué déjà de base d'expliquer notre métier. Et quand tu as un client qui s'y connaît pas ou qui a des attentes qui sont dures à tenir, d'être transparent sur tout le process, alors que au final, si tu dois tout lui expliquer, tu t'en sors pas, quoi. Après, je trouve ça intéressant de dire, tu sais qu'ils vont pas comprendre, mais tu dis tout quand même. Et des fois, ça les décourage. Hein. Et de toute façon, et du coup, ils ont plus rien à dire. Voilà, ils sont perdus. Des fois, ça les décourage et en soi, c'est bien. Mais c'est vrai qu'en général, quand tu as un client qui est un peu, justement, veut trop de transparence, c'est un peu galère à gérer, je trouve, perso. Ouais, moi, j'ai eu ça où, en fait, le problème, c'est que moi, je voulais qu'il sache où on est son projet. Le problème, c'est que du coup, j'avais un peu l'impression d'être observée des fois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. Ce qui, moi, j'aime pas ça. Je veux faire mon taf tranquille. C'est pas parce que je fais autre chose en même temps ou que je fais pas mon boulot. Je fais mon boulot, mais je n'aime pas être observée. Ouais, mais je comprends. En même temps... Un peu tout le monde. C'est comme si tu avais quelqu'un derrière ton écran tout le temps qui regardait ce que tu faisais, qui te dit ok. Et puis juste, il faisait ça, il partait. Tu sais pas ce qu'il pense. De temps en temps, il t'envoie un SMS pour te dire le padding, tu peux rajouter 1 mm. Voilà, c'est en mode, faut arrêter là, c'est pas possible. T'as eu, toi, de ton côté, Hugo, t'as eu des retours par rapport à ça, justement de la gestion de conflits clients, des trucs comme ça? Des trucs où c'était galère c'est toujours chill, donc non, j'ai pas de truc spécifique. J'ai pas vraiment de clients, donc je considère ton patron comme un client. Pareil. Non, c'est chill, j'avais là tranquille, tu vois. Ouais, donc tu envoies un message, tu lui dis juste bon, ça prendra plus de temps et voilà, quoi, c'est pas grave. C'est ça. Ok. En soi, c'est aussi une manière de juste t'explique, en fait, il est compréhensif. Même s'il connaît pas, enfin il connaît quand même mieux le domaine que certains, mais il sait que c'est pas, il sait que la tech c'est pas son domaine. Il sait qu'il a embauché quelqu'un pour le faire. Il a pas envie de se prendre la tête avec ça. Si son tech lui dit que ça doit se passer comme ça se passe comme ça, quoi. C'est vrai qu'en soi c'est pas si mal. Le problème de entre guillemets gérer ça comme ça du côté entreprise, c'est que des fois tu peux te retrouver avec des gens qui se foutent de ta gueule, quoi, un peu. C'est je sais pas, des freelances. Mais après ça c'est la confiance. C'est ça. Du coup là il faut travailler la confiance et quand tu connais tes gars, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça. Toi, justement, dans ton contexte d'entreprise, pour le coup, ça s'y prête ultra bien. Donc en vrai, je trouve ça assez cool de gérer la relation client, les projets comme ça en soi. Donc et toi, Rava? Mon client principal, ça se passe très bien. Après, l'expérience pas très agréable que j'ai pu avoir, c'était surtout pour un projet interne. Ils avaient besoin de modifications rapides. Et ne souhaitent pas forcément suivre les protocoles et ne prennent pas en compte non plus que moi je suis sur d'autres projets, j'ai pas forcément le temps de faire leur mise à jour, etc. Donc c'était surtout ça. Je voulais pas faire leur truc. Je voulais pas le faire, du coup j'ai. C'était mal fait dans le sens où on nous pressait et je me suis dit non, moi j'ai pas envie d'en faire. Donc, je déteste quand même voir des gens qui s'en occupent pour qu'ils organisent tout ça. Donc je pense que encore une fois, la communication, j'ai demandé à ce qu'on fasse bien les choses. Ils ont envoyé un mail et ensuite j'ai fait leur demande. En vrai, c'est cool parce que là, du coup, t'avais pas envie de faire un truc parce que c'était pas dans les règles, entre guillemets, et parce que ça te bouffait sur ton temps de travail pour d'autres projets. Et du coup, t'as juste communiqué, t'as mis les choses au clair et puis en soi, ça s'est bien passé, quoi. Donc en soi, c'est. Je pense que quand c'est mal fait,
même s'il faut le faire, t'as pas forcément envie de le faire. Donc, autant bien faire J'ai les choses. tout le temps ce truc-là de sur la un projet. flemme. Non, d'être sur un projet et puis on te dit faut faire ça. Et là t'es en mode Ah non. non, je te jure, ça fait déjà 3 fois que tu me dis qu'il faut faire un truc pour un truc différent, pour un projet différent. Ça va pas être possible. Et du coup après c'est là où genre le fait de s'organiser est important parce que du coup tu priorises. Mais des fois tu sais pas trop quoi prioriser parce que quand on vient de voir, tu as l'impression que tout est urgent. Et vu que c'est des projets, des clients différents, est-ce que du coup tu dois te poser des questions un peu en mode est-ce que ce client-là est plus important qu'un autre ou pas? Et là c'est plus compliqué parce que des fois par exemple t'as pas toutes les infos genre sur je sais pas par exemple le chiffrage du contrat par exemple. En général tu vas tendance à privilégier par exemple un contrat où genre le gars paye plus qu'un autre. Et donc, du coup, forcément, tu vas faire ces choses plus vite, tu vas te mettre sur ces, Après, c'est de la sur ces tâches. communication avec ton patron ou avec tes. Et là, du coup, c'est clients. plus des problèmes en interne qu'avec la relation client, pour le coup. Mais ça, techniquement, ton client est une sorte de. Enfin, ton patron est une sorte de client, étant donné qu'il a des demandes vers toi et que tu dois réaliser des tâches pour lui. Donc, c'est un peu une relation client, techniquement. Même si tu dois prioriser les choses, quand tu es intéressé par un projet et que tu as vraiment envie de terminer ce projet, T'as pas envie de te mettre sur autre chose. c'est compliqué de passer à autre chose. Je comprends. Ah, mais des fois, t'es obligé. C'est ça le souci. Mais c'est vrai qu'après, par rapport à ça, en solution, il n'y a pas grand chose à faire d'autre que prioriser pour le coup. Et de faire comme tu peux, parce que t'as pas toutes les infos. Je crois qu'on a fait le tour. C'est pas mal. On a traité les 3 sujets. C'était ultra intéressant. Vous avez tous eu des trucs à apporter qui étaient ultra cool. C'était ultra fluide. Donc, pour le coup, c'est une belle fin de saison 2024. Avec un step-up. Avec un step-up, parce que là le studio, là on a essayé de faire les choses bien quand même. Là c'est plus la table, les chaises, etc. Là nos invités ils sont installés, ils sont sur des canapés, ils sont posés quoi. Ils sont bien. Ouais, on a essayé de faire un truc un peu plus haut, et c'est globalement ce standing là qu'on va essayer d'apporter à chaque fois quoi, parce que Pour la saison 2. voilà, pour la saison 2. Puis en plus, pour la première fois, on a déjà notre prochain sujet et notre prochains invités qui sont prévus. Pour ceux qui nous connaissent, ils savent déjà. Ça va être cool pour eux parce que c'est des personnes qui connaissent et qui sont, je trouve, sont ultra intéressantes. Donc ça va être vraiment sympa. Normalement, il devrait être tourné vers fin janvier, la 20aine de janvier, je crois, quelque chose dans ce genre-là. Et puis une fois qu'on aura tout ça, on vous le partagera et puis ça sera super. Merci d'être venu, d'avoir partagé vos expériences et puis. Et pendant tes vacances. Désolé de t'avoir volé 7h20 de vacances dans ta semaine. Et C'est les embouteillages, man. C'est vrai qu'en ce moment, pour ceux qui sont pas sur Le Mans, là nous sur Le Mans actuellement. Il y a beaucoup de travaux, c'est le bordel. Les bouchons, il y en a partout, c'est galère. Voilà, merci à tous, merci aux invités. Merci à Hugo d'être là comme d'hab, merci à moi. Et puis on se retrouve pour la prochaine saison 2025 en janvier. Et puis voilà, merci à tous.